Voilà, nous allons pouvoir reprendre. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Huchling, qui est un des pionniers du Big Data. Et Vincent va nous montrer comment déployer rapidement, très rapidement, un cluster Hadoop pour faire du data crunching. Voilà, merci Vincent. Merci Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous faire une rapide démonstration après quelques slides de comment est-ce que quand vous avez des données dans le cloud, vous pouvez les cruncher et comment est-ce que vous pouvez résoudre le problème de montage de l'infrastructure qui était souvent un préalable un peu douloureux quand on parlait de projets Big Data jusqu'à maintenant. Je suis le fondateur d'Affinitech. Affinitech, c'est une société basée à Paris qui intervient dans le domaine de la data, du Big Data, pour nos clients. On intervient à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est, et finalement, le Big Data, ça peut être quoi pour vous? C'est quoi l'opportunité? Qu'est-ce que ça peut changer en termes de business pour vous? De quelle manière vous pouvez changer vos métiers? Qu'est-ce que vous pouvez transformer dans votre entreprise en utilisant mieux la data? Le deuxième volet sur lequel on intervient, c'est celui qui suit. C'est on a trouvé de la data chez vous, ou on a trouvé de la data à l'extérieur de chez vous. Et bien, on va commencer à analyser ça, on va faire tourner des algorithmes, on va faire du machine learning, on va faire des tonnes de choses intéressantes par rapport à ça. J'en ai des gens qui parlaient de R tout à l'heure, qui parlaient de Python, qui parlaient de bibliothèques comme Mahout ou autre. C'est les choses qu'on utilise dans cette phase-là. Et puis la troisième étape, qui est tout aussi importante, c'est qu'on va monter pour vous des plateformes et puis on va construire, on va intégrer des composants logiciels et on va vous construire dans le cloud, puisque c'est aujourd'hui notre cible de prédilection. On va construire une plateforme qui va pouvoir vous permettre de faire vivre votre projet Big Data. Donc voilà très brièvement ce qu'on fait en 3 étapes. On fait bien d'autres choses, mais le principal est là. Et évidemment, pour l'aspect plateforme, on le fait quasi exclusivement dans la Google Cloud Platform, l'autre alternative étant quand les gens veulent faire chez eux. Mais on se rendra compte, assurément pas forcément le bon choix. Super, vous avez un projet Big Data, vous avez décidé d'y aller. Les questions que vous commencez à vous poser, c'est par quoi je commence? Qu'est-ce que je prends comme techno? Qu'est-ce que je vais aller chercher? Combien de temps ça va me prendre? Et surtout, qu'est-ce que ça va me coûter de monter cette plateforme pour faire du Big Data? Quel va être le coût de runtime? Quel va être le coût d'opération que je vais avoir pour faire tourner cette plateforme Big Data? Et ça, c'est des questions qui, vous allez le voir, sont finalement des questions qui vont très vite être de l'histoire ancienne. Parce qu'aujourd'hui, on a, avec le cloud, la capacité à pouvoir mobiliser des moyens très importants pour pouvoir faire ces choses-là très très vite. Qui connaît Hadoop dans la salle? Qui au moins qui le connaît de manière ce qu'il fait et qui l'a déjà utilisé? Pas mal. Qui connaît Spark? Et qui a déjà utilisé Spark? Qui a déjà expérimenté le fait de monter une infrastructure Spark? Donc, Hadoop, c'est quelque chose qui est issu de Google au départ, même si ce n'est pas Google qui a créé Hadoop, c'est des travaux que Google a fait sur MapReduce, sur le système de fichiers distribués, qui sont à l'origine de ce qu'on va trouver dans Hadoop. On va trouver l'HDFS, qui est le système de fichiers distribués, donc qui permet à partir d'un cluster de machines qui soit de 3 machines jusqu'à 3000 machines, voire plus, de construire un système de fichiers distribués sur lequel vous pouvez poser des fichiers et pouvoir y accéder par plein de moyens différents. Et quand vous avez des données qui sont sur un système massivement distribué, il faut un paradigme pour pouvoir traiter ces données, c'est MapReduce. C'est le second composant principal d'Hadoop, c'est un paradigme qui vous permet de distribuer des traitements, c'est-à-dire que vous allez envoyer des traitements sur chacun des chunks de données qu'il y a sur votre réseau. L'un des gros atouts d'Hadoop par rapport à des solutions de data warehousing et autres propriétaires, c'est que c'est une forte communauté open source. Donc c'est quelque chose qui a autour du cœur d'Hadoop dont je viens de vous parler, énormément de composants qui vont permettre d'implémenter des choses comme SQL, qui vont permettre d'implémenter des choses comme du machine learning. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement riche et qui permet de construire aujourd'hui des solutions très performantes pour gérer des grosses quantités de données ou pour pouvoir accéder à des traitements distribués, des choses qui n'étaient pas forcément simples auparavant. Hadoop a une faiblesse, c'est que c'est quelque chose qui repose essentiellement sur de la donnée stockée sur du disque. Et aujourd'hui, on se rend compte, malgré le mot du Big Data dont on entend parler à longueur de semaine, c'est que la majorité des traitements qu'on va faire vont être avec des volumes en dizaines, voire centaines de gigaoctets de données. C'est la majorité des traitements qu'on va avoir opérés, finalement. Et donc,
finalement des volumes de données qui peuvent tenir dans une mémoire, dans la mémoire d'un cluster de serveurs. Et c'est la réponse qu'apporte Spark, qui est le dernier framework entre guillemets à la mode qui est apparu. C'est quelque chose qui est sorti il y a maintenant moins de 2 ans et qui aujourd'hui a plus de committers qu'Hadoop dans la communauté open source. Donc c'est quelque chose qui est très important de pouvoir implémenter. Et le fait que Spark fonctionne exclusivement en mémoire, ça permet d'avoir des temps d'exécution sur certains traitements par rapport à de l'Hadoop qui sont dans des ratios x100. Mais ces deux infrastructures, c'est des choses qui, si vous prenez ça à la main, vous voulez monter ça sur vos serveurs à vous, va vous prendre des jours, voire des semaines avant d'être opérationnel et de pouvoir en faire quelque chose. Et c'est là qu'on a une réponse super pertinente avec ce qu'on peut trouver dans la Google Cloud Platform. Les 3 options que vous avez finalement, c'est vous montez votre cluster on-premise. La deuxième option, c'est de vous monter un cluster Hadoop dans le cloud. C'est ce que Alexandre nous a expliqué tout à l'heure. Et la troisième option, c'est vous utilisez une plateforme cloud et donc vous utilisez un set d'outils qui vous permettent d'être extrêmement performants et de pouvoir faire des choses qui dépassent ce que vous auriez fait dans du on-premise. Alors au départ, ce que vous allez avoir de la donnée qui va être stockée dans un stockage objet. Dans la Cloud Platform, on a Cloud Storage. Cloud Storage, c'est un stockage objet qui est scalable à l'infini, c'est-à-dire que vous posez vos fichiers dedans, vous posez des logs dedans, et puis ça va automatiquement scaler, et vous n'avez pas de problème de disponibilité de cette information. Donc c'est idéal, et en plus, ça ne coûte pas très cher pour stocker les informations dedans. Et au-dessus de ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va instancier un cluster Hadoop quand on en a besoin. L'intérêt, c'est que vous n'allez pas avoir un cluster qui va tourner 100% du temps, parce que votre stockage d'informations, il est disponible 100% du temps. Vous allez avoir un cluster Hadoop qui va tourner que quand vous avez besoin de faire des traitements. Et c'est ça qui fait la différence. Puis on imagine que vous avez plusieurs équipes qui font des choses différentes, qui ont des traitements différents à faire. Vous avez par exemple des POC pour essayer une nouvelle technologie sur vos données qui sont dans votre cloud storage. Et bien vous allez pouvoir instancier autant de clusters Hadoop dans des VM différentes autour de ce cloud storage. Et donc c'est cet aspect on-demand, cette élasticité qui va faire la différence en termes d'opération pour vous. Et puis au sein d'un cluster Hadoop, le cluster Hadoop, quand il est tout seul, il ne fait quasiment rien. C'est fondamentalement tout l'écosystème de produits que vous allez pouvoir intégrer dedans qui va faire la différence. Vous allez pouvoir faire du SQL avec Hive, par exemple. Vous allez pouvoir faire du traitement ETL avec Pigs, c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la démo. Vous allez pouvoir instancier au-dessus d'Hadoop, évidemment, le cluster Spark dont on parlait déjà. Vous allez aussi pouvoir faire du machine learning avec la librairie Mout. Ça, ce sont toutes les choses. Et dès lors qu'un produit est compatible avec Hadoop, vous allez pouvoir l'instancier, vous allez pouvoir l'implémenter dans le cluster Hadoop que vous avez instancié dans la Cloud Platform. C'est cette compatibilité qui est super importante à avoir, c'est que vous n'êtes pas dans une solution propriétaire de pseudo-cluster Hadoop à la demande. Mais au-delà du cluster Hadoop, vous allez aussi pouvoir, avec ces technologies, dresser des ponts vers d'autres produits. Alors ça peut être les produits de stockage de données qui sont intrinsèques à la Cloud Platform. Je pense à du SQL avec Cloud SQL, je pense à du BigQuery, c'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir des gros traitements dans Hadoop qui exportent leurs données automatiquement dans BigQuery. Ça fait partie des choses, des connecteurs qui sont disponibles dans cet écosystème. Vous pouvez avoir des applications qui pourraient interagir avec vos données devant avec de l'App Engine, par exemple. Vous pourriez avoir du Cloud Data Store, mais vous pourrez aussi avoir MongoDB, dont on aura la présentation juste après, qui soit implémenté dans votre cloud, dans cette cloud plateforme, pour pouvoir, et depuis les clusters Hadoop que vous instanciez, exporter les résultats vers ces différents produits. Et vous allez me dire, mais c'est peut-être très compliqué à mettre en route. Ben non, c'est aussi simple que la ligne de commande que vous avez là, qui consiste, c'est-à-dire vous avez un utilitaire, vous allez avoir un fichier de config pour votre cluster Hadoop et vous allez avoir après N fichiers qui vont décrire les options que vous allez vouloir installer. Dans le cluster, vous allez dire le fichier de config il est compliqué. Non, le fichier de config il fait 8 lignes. Et dans les 8 lignes, vous avez où est votre cloud storage, combien de VM vous voulez, quel type de VM, et c'est tout. C'est les seules choses que vous allez renseigner. Et quelques minutes après, quand je vous dis quelques minutes, c'est vraiment quelques minutes, vous avez un cluster, qu'il fasse 3 nœuds ou qu'il en fasse 150. Et donc, je vous propose de voir ça dans une démo. Donc, j'ai un peu triché, je vous ai démarré avant un cluster.
parce que je ne voulais pas qu'on perde de temps sur l'instanciation du cluster, mais pour que vous en ayez la certitude, je vais vous en déployer un. Donc, si on regarde nos clusters Hadoop qu'on a ici, on va prendre, comme je vous dis, le fichier de config, je ne vous mens pas. Si je prends le fichier de config qui est ici, vous allez voir, c'est celui-là qu'on va lancer. Vous voyez, vous avez juste, vous le voyez en bas, mince. Voilà, vous avez le fichier de config, l'essentiel est là. Vous avez le bucket Cloud Storage dans lequel vous allez faire travailler vos données. Vous avez le projet, c'est-à-dire l'enveloppe globale de vos instances. Vous avez les caractéristiques de la machine, l'OS, c'est une Debian. Vous avez le nombre de cœurs que vous voulez sur la machine que vous allez instancier. Et puis derrière, vous avez juste le nommage des machines. Là, on va appeler nos machines démo-atmo, démo-atmo, et elles vont automatiquement, ça va nous créer des machines dans le cloud. Donc si je lance l'utilitaire, donc c'est bdutil deploy, -e, cluster Hadoop Atmo, on y va. Allez, il était 16h57 quand on a lancé ça, on va voir à quelle heure ça se termine. Et en attendant, on va repasser sur l'autre démo. Alors, je vais un peu tricher, on va se connecter donc sur notre machine, sur la machine qui est en tête de notre cluster. Je vais me mettre sous le user Hadoop. Donc jusque-là, vous voyez quelque chose de tout à fait standard par rapport à ce que vous avez pu voir, ceux qui ont déjà fait. Alors je vais remonter un peu la fenêtre pour que vous puissiez mieux voir en bas. C'est bon, vous voyez en bas de l'écran ou c'est suffisant? Il faut que je grossisse un petit peu ou pas? Non, c'est bon. Alors, donc, on a un bucket dans lequel on a chargé des logs. C'est les logs de fréquentation de Wikipédia. On a, je crois, 250 heures de logs qui sont là-dedans. Vous imaginez, à l'échelle de Wikipédia, ça fait... Ça fait 250 fichiers qui font autour de la centaine de gigas compressés. Donc, ça fait quand même quelques données qu'on va traiter. Et on va essayer juste de voir, pour l'exercice, de voir le nombre de pages françaises qui ont été consultées. Alors pour ce faire, on va le faire de deux manières. On va faire une première fois, on va le faire avec Pig. Pig, c'est un langage qui permet de faire des traitements d'ETL, c'est-à-dire de brasser des données de manière assez importante. Et donc, si on regarde Pig, c'est quelque chose qui fait des ordres assez simples. Ça charge un fichier, ça charge un fichier, et donc derrière ça, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un fichier, on va prendre les 5 premières lignes, et on va stocker ces 5 premières lignes dans un autre fichier dans le bucket. Vous allez voir, ça va être assez simple. Et donc qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? Ça lance un job, et si on va sur... l'interface du Job Tracker Hadoop, normalement, on devrait commencer à avoir des choses qui apparaissent à ce niveau. Allons-y, petit homme. Et donc, si on regarde dans nos VM instances, ici, vous voyez, donc on a deux clusters qui ont été lancés. Un cluster qui s'appelle Hadoop Shark Atmo, où il y a 8 nœuds, c'est celui sur lequel on est connecté actuellement. Et puis, il y a les quelques machines qu'on a instanciées dans l'essai qu'on vient de faire. D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce qu'on en est rendu. On va regarder, tiens, à quel niveau on en est rendu. Ben, ça y est, vous voyez, on avait démarré à 16h57 et à 16h59:31, c'est-à-dire 2 minutes 30 après, le cluster était instancié et installé et paramétré, prêt à l'usage. Vous voyez, donc c'est ceux qui ont installé de l'Hadoop, vous avez mis combien de temps quand vous avez installé ça sur vos propres serveurs? Exprimez-vous. Mais là, normalement, on est dans un ratio qui fait qu'il n'y a pas photo par rapport à ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et donc, notre job Pig s'est exécuté. On va
on va pouvoir, et donc c'est là où c'est intéressant, vous imaginez maintenant, on éteint notre cluster, et on se dit, ben, je vais aller regarder mes données. Et donc, je peux aller dans Cloud Storage. J'ai ici le Cloud Storage qu'on a utilisé. Et donc, le répertoire dans lequel notre fichier de données a été généré, c'est un répertoire qui est comme si c'était un HDFS, sauf que même cluster éteint, vous allez pouvoir accéder à vos données. Donc, vous imaginez l'impact de coût, c'est-à-dire que vos VM ne sont allumées que le temps quand vous avez besoin de faire des traitements. Si on regarde ça, ah oui, évidemment, il va me dire que c'est pas... Donc on a bien nos 5 premières lignes de fichiers qui ne veulent pas dire grand-chose dans ce cas. Bon alors, allons-y. On va maintenant prendre les pages France et on va juste compter le nombre de pages françaises que l'on a dans notre... Donc je vais faire un vi fr.pig. Pof. Donc, et maintenant, je vais lancer ce job. Donc, vous imaginez, à la taille des logs qu'on a, il va prendre un petit peu de temps. Ça va nous laisser un peu de temps pour aller regarder sur Spark. Et je pense qu'avec Spark, on aura fini avant que le job Hadoop classique fait avec Pig soit achevé. Pardon. Alors, pour se connecter, on va se reconnecter, on va se prendre une deuxième session sur le cluster. Et donc on va aller dans Spark Install. Non, pardon. Donc, là, à nouveau, avec Spark, on va pouvoir faire les mêmes choses. Donc, Spark, en fait, c'est une surcouche qui s'installe au-dessus d'Hadoop. Et pourquoi j'ai rien là? Alors, peut-être un peu... Alors, évidemment, j'ai pas dû prendre la bonne adresse IP. Une seconde. C'est celle-là. OK. Ça va être mieux. Donc, Spark installe donc un serveur qui regroupe l'ensemble des nœuds du cluster. C'est-à-dire que sur chacune des machines, vous voyez, donc ici, on a les 8 machines de notre cluster. Et sur ces 8 machines, alors si on voit l'ensemble de la page, ce serait bien. On a 12 gigas de mémoire qui ont été alloués au process Spark. C'est-à-dire que Spark va pouvoir charger jusqu'à 12 gigas par nœud du cluster de données. Et sur ce cluster, on va faire tourner des applications. L'application, en l'occurrence, qu'on va faire tourner là, c'est quelque chose qui s'appelle Spark Shell. Et Spark Shell, ben, on lui dit, au travers d'une ligne de commande, ce qu'il faut savoir, c'est que Spark, c'est quelque chose qui est open source, qui tourne aujourd'hui sur n'importe quel cluster Hadoop, sur n'importe quel environnement. Et on voit de plus en plus de gens qui, aujourd'hui, migrent des workloads qu'ils faisaient avec Hadoop vers Spark parce que ça leur apporte énormément de facilité sur beaucoup de choses. Donc Spark, c'est quelque chose qui se développe en Scala. Ça peut être fait en Python aussi. Là, on va faire simplement le fait de lire un fichier. On va lire un des fichiers de log qu'on a dans le cluster et on va prendre juste la première ligne de ce fichier. Et donc là, il y a un traitement. Donc vous voyez la ligne qui apparaît ici en dessous. Et donc, vous voyez, donc c'est quelque chose qui est, pour le coup, cette opération qu'on vient de faire, elle n'a aucun impact de par le fait que ce soit in memory, puisque cette opération, elle lit les données sur disque comme le job Hadoop pouvait les lire auparavant. Et donc, j'arrive. Ce que l'on va faire, c'est que notre log qu'on a lu, on va le relire, mais cette fois-ci, on va filtrer. Alors, c'est une expression un peu fonctionnelle qui vous permet de dire, OK, sur chaque ligne, teste-moi si la première colonne, elle contient FR. C'est un peu un DSL. Il y a un DSL qui est assez bien foutu pour pouvoir aller
faire des opérations sur les données. Et donc derrière ça, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va lui donner l'ordre. On va lui dire, OK, maintenant, la prochaine fois que tu me lis les données, tu me les mets en cache, tu vas me les mettre dans la mémoire. La première lecture qui va suivre va prendre sensiblement le même temps que ce qu'on vient de faire auparavant. Vous voyez, donc là, on va voir combien, pour faire le compte du nombre de fichiers sur ce log, en combien de temps il va le faire. Ça peut prendre un tout petit peu de temps puisqu'il y a l'accès initial au disque. Allez, s'il te plaît. Si on regarde côté de notre Spark Shell, on peut aussi voir les jobs qui s'exécutent assez facilement. Et donc on voit ici qu'on a notre opération de comptage dans la console qui ici a pris, que je ne dise pas de bêtises, c'était l'écran d'avant, a pris 28 secondes. Maintenant, vous vous souvenez, je lui ai donné la consigne pendant la lecture qu'il va faire sur ces données, mets-les-moi en cache. Et donc maintenant, je relance à nouveau le comptage et vous avez vu, tout de suite, ça a répondu. Si on regarde ici, ben on est passé à 61 millisecondes. Okay, on devrait avoir le temps de finir. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va se dire, OK, ce n'est pas un log qu'on va prendre, c'est tout ce qui est dans le bucket. Donc là, je vais charger l'ensemble du fichier. Et donc, je vais faire la même opération, c'est-à-dire que je vais prendre, pour mon log, je vais lui dire, extrais-moi juste les lignes qui sont France. Et ces lignes qui sont France, maintenant, mets-les-moi dans le cache quand tu les auras lues. Et faisons le comptage. Alors, le premier comptage risque de prendre un peu de temps, puisqu'il va parcourir les 250 fichiers. Si on regarde dans l'interface graphique, ici, on a maintenant, vous voyez ici un job qui a un certain nombre de tâches sur 256, puisqu'il y a 256 fichiers qui sont en train de s'exécuter. Vous allez pouvoir voir l'ensemble des tâches une par une. Bon, ça va prendre un tout petit peu de temps. Ça m'avait pris combien de temps lors du dernier run? Ça m'avait pris 1 minute 7. Donc on devrait réussir à faire ça dans le délai imparti. Alors à titre de comparaison, regardons ce que ça a donné du côté de notre job qu'on a lancé tout à l'heure. Le job qu'on a lancé tout à l'heure, il s'est exécuté en combien de temps? Ce job qui était le job pig de tout à l'heure, c'est pas 25 secondes, c'était un peu plus. Attendez, hop, voilà. Il est encore en train de s'exécuter. Vous voyez le job pig pour traiter les 250 fichiers de log. Et bien lui, il va lui falloir plus de temps qu'il nous a fallu pour démarrer le shell Spark et pour faire le traitement sur Spark, puisqu'on est déjà rendu à combien de temps? On est déjà rendu à 5 minutes 20. Et bon an, mal an, il nous en reste encore au moins autant pour pouvoir sortir ça. Où en sommes-nous de notre traitement? On a 86, 89, 90. Ça devrait être bon. Et je voudrais juste derrière que vous puissiez mesurer l'impact, même avec quelques dizaines de gigaoctets de données, puisque c'est ça dont il s'agit. Nos logs, ça représente ces quelques dizaines de gigaoctets. Vous allez voir l'impact du montage en mémoire de ces logs, où on va avoir une vitesse qui va être nettement supérieure. Vous voyez, on en est déjà à plus de la moitié en 2 minutes. Même en lecture brute sur le disque, on est déjà largement supérieur à ce que Hadoop fait comme en termes de performance, puisque même sur le premier run, qui est un run sur lequel on a une lecture sur le disque, la même chose que ce qu'Hadoop fait, on est déjà 2 fois plus performant. Et vous allez voir sur le run suivant, on sera dans le même ordre, dans le même ratio que celui qu'on a eu là, quoi. C'est toujours long lors des démos, ce genre d'attente. C'est toujours plus long que ce qu'on imagine.
Alors pour revenir un peu sur Spark, Spark c'est aussi quelque chose qui arrive avec énormément de librairies complémentaires si vous voulez faire du traitement de graphes, si vous voulez faire du machine learning, si vous voulez faire du streaming, c'est-à-dire récupérer un stream, typiquement un stream Twitter ou des choses comme ça. Spark arrive avec tout ce qu'il faut pour faire ce genre de choses-là, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est adapté aux problématiques de traitement de données qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement performant. Allez, ça va bientôt être bon. Normalement, on est dans les derniers mètres là. Voilà. Et donc, je refais le count. Vous avez vu, donc là, ça a pris combien de temps ça a pris cette histoire? Ça a pris 3 minutes 8. Je refais le count. 3 secondes. Enfin, non, 0,5 secondes, pardon. Pas 3 secondes. 0,5 secondes. Vous voyez, donc la donnée est en mémoire. Et donc, on a un accroissement de performance très, très important. Et ce, pour un coût. Alors, il faudrait calculer nos 8 VM là, qui ont tourné pendant un quart d'heure, ce qu'elles ont coûté, mais c'est un coût dérisoire pour avoir des niveaux de performance très, très élevés. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé sur le sujet. N'hésitez pas à venir me voir après pour qu'on parle de tout ça, ou à revenir vers moi après. Je me ferai un plaisir de vous répondre.